Les rectocolites hémorragiques ou la maladie de Crohn sont souvent associées à 4 lettres, les MICI, comprenez les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Plus de 150 000 personnes seraient concernées en France. Et le plus souvent, elles sont diagnostiquées entre 15 et 30 ans. Les symptômes sont assez souvent des douleurs abdominales intenses, des diarrhées fréquentes et parfois sanglantes, une fatigue extrême et une perte de poids. À quoi sont dus ces MICI? Comment handicapent-elles le quotidien? Quel est le rôle de l'alimentation? Est-ce qu'il y a des traitements médicamenteux ou est-ce que la chirurgie est obligatoire? Pour répondre à toutes vos questions, le docteur Isabelle Nion-Larmurier, gastro-entérologue à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, et Pierre-Louis Atwell. Bonjour, vous avez 23 ans. 24. Vous avez vieilli. Vous êtes patient, mais ça se voit pas. patient expert, skipper, navigateur à Lorient. Vous allez nous raconter votre histoire dans quelques instants, mais d'abord, un peu d'anatomie, évidemment. On va voir, le système digestif, c'est simple. Tout commence bien sûr au niveau de la bouche, de l'œsophage, de l'estomac. Et ce qui nous intéresse avant tout, c'est l'intestin, avec l'intestin grêle ici, et le côlon ou gros intestin qui va jusqu'au rectum et à l'anus. Ce tube digestif est tapissé par une muqueuse qui est très vascularisée et il renferme le fameux macrobiote, la flore microbienne. Il faut savoir donc que ces deux maladies, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, se caractérisent par une inflammation donc chronique de la muqueuse d'une partie du tube digestif, mais ce n'est pas tout le temps au même endroit. Oui, pour la maladie de Crohn, l'inflammation peut être entre la bouche et puis l'anus, donc tout le long du tube digestif. Généralement, c'est quand même beaucoup concentré au niveau de l'intestin grêle. En revanche, dans la rectocolite hémorragique, que vous voyez ici clignoter en rouge, c'est plutôt le cadre colique et la terminaison, rectum, sigmoïde et anus, qui sont touchés. Alors à quoi ça ressemble sur le plan visuel? Eh bien voici une coloscopie avec une vision de la muqueuse dans son état normal, c'est plutôt rose saumonné, et puis tous les petits points blancs que vous voyez, ce sont des ulcérations par plaque, et c'est bien là que se niche la partie visible de la maladie en coloscopie. Alors, Pierre-Louis Atwell, on disait avant que ça ne commence que les premiers signes sont apparus, vous aviez 16 ans, avec des signes douleur de ventre, progressivement perte d'appétit, et jusqu'au moment où il y a eu des saignements qui sont apparus. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que quand on va aux toilettes et qu'on voit les toilettes pleines de sang, on s'inquiète. Donc à ce moment-là, moi j'en ai parlé à mes parents, parce que c'est vrai qu'à 16 ans, on ne parle pas trop de son intimité à cet âge-là, c'est pas facile. Et à ce moment-là, vous aviez maigri j'avais perdu beaucoup de poids et mes parents pensaient que je faisais une dépression. D'accord. Voilà, parce que c'est vrai que ça s'accompagne de fatigue, en quelques semaines, d'appétit. quelques mois. Ouais, ça s'est quand même étalé sur plusieurs semaines. Et donc jusqu'à ce moment où j'ai décidé d'aller consulter. Et donc j'ai eu la chance très rapidement d'être orienté vers un gastro-entérologue qui, au bout d'une semaine d'hospitalisation avec divers examens, a décelé une maladie de Crohn. Et alors à ce moment-là, on vous a dit quoi? Quelle serait votre alimentation, votre traitement, votre vie? C'est vrai qu'à cet âge-là et à cette période, je ne me rendais pas compte de l'impact qu'allait avoir cette maladie sur ma vie. Donc c'est vrai que dans un premier temps, on me dit, bon voilà, jeune homme, vous avez une maladie de Crohn, vous allez l'avoir toute votre vie, ça ne se guérit pas. Il faudra prendre ce traitement tous les matins, etc. Bon. Et puis la vie a continué et je me suis pas, j'ai pas réalisé l'ampleur de cette maladie, ce qu'elle allait avoir sur ma vie. Parce que malgré ce traitement, en fait, vous étiez même encore au lycée, à la fin de vos études, toujours des crises régulières. Oui, tout à fait. Donc, ce sont des maladies qui s'expriment par crise. Donc, on a des périodes de rémission où la vie va à peu près correctement, et puis il y a des périodes de crise qui sont très douloureuses, qui sont fatigantes et qui peuvent nécessiter une hospitalisation. Mais ce n'est pas effectivement les douleurs abdominales banales d'une gastro ou un truc comme ça, c'est vraiment les crises. Pendant ces périodes-là, vous êtes complètement à plat. Voilà, donc encore une fois, ça va dépendre des patients, mais c'est vrai que dans mon cas, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être hospitalisé, de manquer l'école. D'accord. Bon, on va voir comment tout ça se passait. On va répondre à quelques questions. Béatrice demande si une MICI peut apparaître à tout âge. Vous, c'était donc 16 ans. Oui, alors comme on l'a vu, la plupart surviennent plutôt chez les sujets jeunes, adultes jeunes, mais maintenant on voit une augmentation d'incidence chez les enfants et les personnes au-delà de 60 ans. On sait pourquoi? Non, probablement le rôle des facteurs environnementaux de plus en plus serait responsable de ça. Est-ce que l'alimentation joue un rôle dans la genèse des maladies chroniques de l'intestin? Non, l'alimentation n'est pas responsable de la... Alors, pas de façon directe. Après, probablement de façon un petit peu indirecte via les modulations du microbiote. En effet, on voit qu'une alimentation plus riche en graisse serait peut-être
plus responsables de maladies inflammatoires parce qu'on voit dans les pays qui ont des régimes dits méditerranéens, plus riches en légumes, en fruits, moins en graisses, qui ont moins d'incidence des maladies inflammatoires de l'intestin. Alors moins d'incidence, mais là Claire demande si ce régime alimentaire type méditerranéen pourrait avoir des effets bénéfiques sur les douleurs chroniques de l'intestin. Alors, il y a deux choses. Il y a les douleurs chroniques et il y a la maladie inflammatoire. Probablement que le fait d'avoir un régime méditerranéen pourrait avoir une amélioration sur la maladie inflammatoire. Les douleurs chroniques, c'est souvent ce qu'on appelle la colopathie fonctionnelle, qui vient se greffer en plus de la maladie inflammatoire. Et là, c'est plutôt des régimes comme le pauvre en FODMAPs, de sucre fermenticide, qui seraient plus préconisés. Enfin, le régime crétois au régime méditerranéen, il ne peut pas faire de mal de toute façon. Il ne fera pas de mal. Je pense que le bon sens, c'est de l'encourager. Vous suivez un régime particulier ou pas? Vous avez banni certains aliments? En tout cas, j'ai drastiquement modifié mon alimentation, ça c'est sûr. Depuis que j'ai cette maladie, c'est vrai que voilà, j'ai essayé de simplifier mon alimentation surtout. Je sais que ce sont des maladies qui sont présentes dans les pays industrialisés. Donc voilà, j'essaie vraiment de simplifier mon alimentation. C'est-à-dire, en pratique? En pratique, c'est supprimer tout ce qui est plat préparé, tout ce qui est industriel. C'est revenir à des choses simples. Et donc tout simplement privilégier les circuits courts, essayer de manger des choses simples. Je me prive de rien. C'est vrai que j'ai simplement supprimé le lactose. Je buvais beaucoup de lait petit. J'ai arrêté parce que je le tolère moins aujourd'hui. Donc pas de fromage. Si, voilà. J'ai supprimé le lait. J'ai supprimé le lait, mais je mange encore globalement de tout. Est-ce qu'on peut agir sur le microbiote pour améliorer la maladie de Crohn? Marina a justement parlé un peu du microbiome. Alors, on essaye d'agir sur le microbiote. Il y a eu des études sur le Crohn qui, malheureusement, sont négatives en utilisant ce qu'on appelle des probiotiques, donc un mélange de bactéries. Il y a eu des greffes fécales aussi. Alors oui, ça, c'est d'autres choses qui sont des greffes fécales qui ont été un peu efficaces dans la rectocolite hémorragique. Il y a des protocoles qui étaient en cours, mais qui là sont stoppés à cause de la Covid, puisqu'il y a du Covid dans les selles. Mais c'est un des espoirs des prochaines années. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore. Sur les greffes fécales, non, ce n'est pas en pratique clinique. En revanche, sur les probiotiques, donc les mélanges de bonnes bactéries, il y en a pour la rectocolite hémorragique qui ont montré une efficacité, notamment le VSL3 ou un autre probiotique qui est encore commercialisé en Allemagne. Jérôme demande si ces maladies chroniques sont plus préoccupantes avec l'âge. Non, pas forcément, mais c'est vrai qu'avec l'âge, il y a d'autres facteurs qui interviennent, puisqu'on a plein de comorbidités, on a d'autres pathologies. Donc dans les traitements, c'est plus compliqué, je dirais, mais pas plus sévère. D'accord. Alors le suivi et le contrôle coloscopique de la maladie de Crohn sont vraiment des étapes importantes. Dans ces maladies, eh bien, le suivi est indispensable. Il faut pouvoir surveiller l'évolution. Même si le malade ne se plaint pas de symptômes, la maladie peut en effet évoluer à bas bruit. Farah Kessri, Benoît Lordelot et Thierry Oden se sont rendus au CHU de Nantes pour suivre une consultation. Regardez. Et là, je vous fais pas mal sur cette portion-là. C'est un peu plus sensible ici, comme souvent. Hein. Mais oui, c'était vraiment là qu'il y avait des grosses douleurs la dernière fois. C'est bon, vous allez pouvoir Cette grande cicatrice témoigne des nombreuses chirurgies de l'intestin qu'a subi Brigitte suite à sa maladie de Crohn. Ce qui est rassurant, c'est que votre ventre, il est vraiment souple. Oui. Comme tous les 3 mois, elle consulte son médecin pour faire le point. Dernièrement, Brigitte a dû changer son traitement car il provoquait des effets secondaires. Comment ça s'est passé là depuis mi-juillet? Ça a été aucune amélioration. Oui. Mais alors, aucune. Autant diarrhée. D'accord. Il y a eu même des périodes, j'ai passé mon temps à aller aux toilettes, alors fissure anale, enfin tout ce qui va avec, quoi. Là, actuellement, vous avez combien de selles par jour? Alors, ça varie entre 6 et 12. D'accord. Maintenant, par contre, ce qui est nouveau, c'est la nuit. Ça me demande de repérer partout où je vais des toilettes. C'est une maladie épuisante, invalidante, on le dit, mais vraiment épuisante. Surtout quand c'est du long terme, ça fait 32 ans que j'ai cette maladie, donc c'est épuisant, c'est fatigant. Pourtant, les résultats d'analyse de Brigitte n'ont jamais été aussi bons. Pour son médecin, d'autres examens doivent être réalisés afin d'expliquer l'absence d'amélioration. On va regarder en endoscopie pour vérifier que les symptômes que vous avez ne sont pas en rapport avec une poussée de la maladie, même si le dosage est normal. Parce qu'on a parfois des patients qui normalisent, mais il reste quand même des lésions. Et l'autre chose, c'est en parallèle de voir quelle est la concentration du médicament que vous avez dans le corps et si vous avez développé des résistances au traitement. D'accord. Les symptômes qu'elle présente actuellement ne sont peut-être pas liés qu'à la maladie qui n'est pas bien contrôlée par le traitement médical. Il est possible qu'il y ait des symptômes qui soient secondaires aux antécédents de chirurgie
et au fait que la maladie elle soit ancienne et qu'elle ait abîmé l'intestin en fait. Pour s'en assurer, Brigitte devra passer une coloscopie. C'est le cas de cet autre patient, atteint lui aussi de la maladie de Crohn. Il y a 2 ans, les médecins avaient dû lui retirer 50 cm de son intestin grêle. Aujourd'hui, bien qu'il n'ait aucun symptôme de douleur, cette coloscopie est indispensable pour savoir si la maladie n'évolue pas à bas bruit. Tout ce qui est plan, c'est des ulcères. On voit ici que le tissu digestif qui sert normalement à l'absorption des nutriments, il est abîmé au contact des ulcérations, il est en train de s'atrophier. Et vous imaginez que ça, répété tout au long de l'intestin grêle, ça crée en fait des diarrhées, un manque d'absorption des nutriments. Après avoir exploré plus de 80 cm du tube digestif, le médecin atteint la zone où l'intestin a été sectionné puis raccordé au côlon. Voilà, c'est ce que je craignais. Donc il y a une récidive de sa maladie. Si on regarde de près, vous voyez des micro-ulcérations. C'est comme des tout petits aftes en fait. Et puis si on va vraiment sur la zone qui a été opérée, eh bien on s'aperçoit, vous voyez, il y a des saignements. Et là, il y a des gros ulcères. Là, il y a vraiment des lésions qui sont beaucoup plus importantes. Ce qu'il faut absolument éviter chez ce patient-là, c'est des chirurgies à répétition qui risquent d'entraîner un grêle court, c'est-à-dire l'insuffisance pour pouvoir absorber correctement la nourriture. Pour éviter ce risque, dans quelques jours, le traitement de ce patient pourra être adapté. C'est tout l'intérêt de ces coloscopies de contrôle qu'il faut réaliser régulièrement. Alors une question de Mia, pourquoi est-ce que les médecins prescrivent des médicaments ravageurs alors que alimentation adaptée et jeûne thérapeutique font des miracles? Fin de citation. Alors, ils ne font pas de miracle, sinon, bien sûr qu'on serait les premiers à prôner ce genre de choses. Le jeûne thérapeutique, c'est dangereux, ça aggrave la dénutrition. Or, le gros problème des maladies inflammatoires, c'est justement les carences et la dénutrition. Donc, je pense que c'est vraiment, vraiment une chose à ne pas faire. Ça risque d'aggraver les choses. Oui, ça risque d'aggraver les choses. Pour ce qui est du régime, à un moment où nous parlons, il n'y a pas de régime anti-inflammatoire. Alors, il faut savoir quand même qu'il y a une publication, enfin, il y a une équipe israélienne qui a mis au point un régime anti-inflammatoire, mais plutôt pour les formes sévères qui nécessitent de la nutrition artificielle, avec un complément de nutrition artificielle orale et un régime assez strict pendant 4 semaines, puis un élargissement au fur et à mesure. Donc peut-être que ça sera une piste pour les années futures. Pour l'avenir. Alors, on a une question qui est pour vous deux. On nous dit « Je redoute beaucoup que l'on me pose une stomie, pourrais-je l'éviter ?» On rappelle qu'il s'agit d'une poche à l'extérieur qui va permettre de recueillir les selles quand on est obligé d'opérer et d'enlever une partie de l'intestin. C'est votre expérience puisque vous avez été opéré en 2018 pour une péritonite et on a été obligé de vous poser une stomie. Oui, tout à fait. Donc, j'ai fait un déchirement du côlon, en fait, au niveau du sigmoïde. Lié à la maladie. Lié à la maladie de Crohn, oui, tout à fait. Et dans mon cas, ça n'avait pas du tout prévenu, donc ça s'est fait en urgence. Donc, c'est vrai que c'est une épreuve difficile dans un parcours patient, puisqu'en fait, la maladie invisible devient visible. On le voit sur les images. Voilà, la stomie, c'est une poche qu'on a collée sur l'abdomen. Donc, tout de suite, ça attire les regards, les gens ne connaissent pas. Et ça ne vous a pas du tout empêché d'être, je dirais pas au volant, mais quasiment d'un bateau pendant plusieurs semaines. Voilà, donc effectivement, j'ai continué mon activité de coureur au large avec cette stomie. Le message de mon projet, c'est même malade, tout est possible. Et je pense qu'à partir du moment où dans sa tête, on a accepté la stomie, c'est vraiment le premier pas pour aller mieux. Et avec une stomie, moi, je suis parti en vacances, j'ai fait de la plongée, j'ai fait de la course au large, rivalisé avec les meilleurs marins au monde. Et je pense qu'il faut vraiment ne pas hésiter à se lancer des défis, tout en respectant bien sûr son corps et avec un avis médical. Ça doit être accompagné par le médecin. Mais voilà, tout est possible. C'est ce qui angoisse le plus les patients? C'est quelque chose que vous avez souvent comme question? Je pense qu'il y a une crainte des patients d'oser. Et c'est vrai que moi, c'est un message, c'est oser vous lancer des défis. Les patients ont peur parfois de savoir comment ils vont gérer, comment va réagir leur corps, est-ce qu'ils vont être capables. Voilà, parfois, certains, c'est seulement partir en week-end, c'est une épreuve ou aller faire ses courses. Je pense qu'il faut tenter des expériences petit à petit et surtout c'est ne quand pas même, avoir peur. surtout quand on est jeune, c'est quand même compliqué à gérer. C'est compliqué à gérer affectivement, socialement. Vous avez eu une aide ou c'est vraiment vous qui avez maîtrisé ça? Il se trouve que quand on nous annonce un diagnostic en disant on va vous mettre une stomie, la première chose à laquelle je pense, c'est comment ça va se passer sur le plan personnel, comment ça va se passer avec ma copine. Bien sûr, ça change des choses sur les rapports intimes, sur la vie amoureuse. Et encore, la vôtre était temporaire.
Il y a une remise en Il continuité. y a eu une remise en continuité, oui, tout à fait. Ouais. Donc c'était seulement une stomie de 6 mois. Voilà. Mais ça s'est très bien passé. Je pense que... Ensuite, juste pour expliquer, remise en continuité, ça veut dire qu'ensuite, on a retiré la stomie, on a remis le petit bout d'intestin avec l'autre bout d'intestin. Reconnecter la partie haute et la partie basse. Donc c'est vrai que moi, psychologiquement, dans ma tête, je savais déjà que c'était prévu de revenir à quelque chose de quasiment normal. Mais c'est vrai que voilà, il a fallu réapprendre à faire du sport, réapprendre à vivre. Et je pense que l'important dans ces cas-là, c'est vraiment d'être bien accompagné. Et moi, j'ai cette chance, c'est d'être très bien accompagné. On ne peut pas toujours rétablir la continuité, mais parfois les stomies sont à vie ou pas? Alors oui, pour les maladies inflammatoires, on essaye que ça soit rarement à vie. C'est vrai qu'avant, c'était malheureusement le seul traitement qu'on avait. Donc les personnes plus âgées ont des stomies à vie. Grâce aux nouveaux traitements, on essaye d'éviter que ça reste à vie et c'est souvent temporaire comme monsieur, avec un délai incompressible de 2 mois, parce que les chirurgiens, c'est compliqué de retourner tout de suite dans le ventre et on essaye que ça soit le plus temporaire possible. Mais c'est clairement l'appréhension de tous les patients. Bien sûr. Quelles précautions les malades de MIS-C doivent-ils prendre pour voyager à l'étranger? Alors pas forcément seuls sur un bateau en transatlantique, mais quand on part sous les tropiques ou en Équateur. Alors, je pense que d'abord, il faut en parler à son médecin quand on envisage ce genre de projet, parce qu'il y a un certain nombre de traitements, il y a des précautions, il y a les vaccins à mettre à jour comme pour tout un chacun, à partir avec une petite pharmacie pour les paracétamol ou les antidiarrhéiques, et puis partir avec une copie, en tout cas une petite copie de son dossier médical. Pour certains traitements qui nécessitent qu'on soit réfrigéré, il y a des gros problèmes puisque avant les compagnies d'aviation étaient d'accord pour qu'on les prenne sur soi dans l'avion. Maintenant, ils sont moins d'accord. Et donc, il y a des choses un petit peu complexes, mais tout peut se discuter en amont et doit se discuter en amont. Mais il ne faut pas s'interdire. Il y a des innovations maintenant technologiques qu'on a présentées ici au Magazine de la Santé. Des petits réfrigérateurs qui permettent de garder au frais. Ne rien s'interdire, c'est ça le message. Et puis prévenir, son médecin Prévenir traitant. son médecin, Dorothée a une rectocolite hémorragique depuis 24 ans. Elle prend un immunosuppresseur, donc qui abaisse bien sûr les défenses. Elle demande quels sont les risques du coup avec la Covid. Alors les données sont plutôt rassurantes, quel que soit le traitement qu'on prend, quel que soit l'immunosuppresseur ou la combinaison d'immunosuppresseurs, et on est très agréablement surpris. Actuellement, les patients qui sont sous immunosuppresseurs n'ont pas des formes plus sévères. Et puisqu'on est en période de campagne de vaccination contre la grippe, est-ce qu'il ne faut pas que ces patients soient vaccinés? Il faut absolument, et je vous remercie d'en parler, recourir à une vaccination contre la grippe. D'accord. Alors on a parlé des traitements. Dans l'arsenal thérapeutique contre les maladies inflammatoires, il n'est pas toujours évident de trouver le médicament adéquat pour un patient. La réponse au traitement varie beaucoup d'une personne à l'autre, comme l'a dit notre témoin. Pour certains, il faut tester plusieurs molécules avant de pouvoir calmer les symptômes. C'est le cas de Sherazade, atteinte d'une rectocolite hémorragique. Regardez ce reportage de Farah Kessri, Alexandre Delaval et Stéphane Joviado. Bonjour. Comme tous les 2 mois, Sherazade a droit à son petit bilan de santé à l'hôpital. Alors, la tension est de 12,6. Vous avez une saturation à 99%. Je vais vous prendre une température. 36,9, parfait. Tous les paramètres sont au vert. Condition indispensable pour que Sherazade puisse recevoir son traitement contre la rectocolite hémorragique. Vous venez avec moi? Mais avant, elle doit faire le point avec sa gastro-entérologue. Alors, vous venez pour votre rectocolite hémorragique, qui était en échec des salicylés, des corticoïdes, un échec de l'Immurel, et puis un échec ensuite de l'infliximab, si je ne me trompe. En tout, Sherazade a dû tester 4 familles de médicaments. Aucune n'a pu calmer la maladie, bien au contraire. C'était très difficile pour moi d'avoir les effets secondaires à côté. La cortisone, forcément, ça fait gonfler, ça donne des boutons. Après, on est passé au purinétol, et le purinétol m'a fait une inflammation au niveau du foie. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué de tâtonner. Du coup, je me disais, qu'est-ce qui va marcher? Après plus d'1 an d'échec thérapeutique, son médecin décide de tester un autre médicament, le vedolizumab. La dernière perfusion, c'était il y a 8 semaines. Oui. C'est la 6e perfusion. C'est ça. Comment ça va, le transit? Là, pour l'instant, ça va. J'ai pas de diarrhée sanglante. Il y a combien de selles par jour? J'ai à peu près 3 selles par jour. Le vedolizumab, c'est un anticorps monoclonal qui agit spécifiquement contre une molécule clé dans l'inflammation intestinale. Et chez cette patiente, il se trouve que là, elle répond au vedolizumab puisqu'elle est actuellement en rémission clinique, en rémission biologique. Et puis, sur sa dernière évaluation endoscopique, donc on va voir la muqueuse rectale et colique,
elle est en rémission, donc ce traitement marche chez elle. Ok, donc on va faire la perfusion. D'accord. Ce traitement n'existe pas encore sous forme de comprimé. Il doit être injecté par voie veineuse, un rituel que devra suivre Sherazade durant plusieurs années. Il y a un risque élevé de reprise de la maladie, de rechute de la maladie à l'arrêt du traitement. Le but du traitement, ce n'est pas de guérir la maladie, mais c'est de la suspendre. C'est un traitement suspensif et c'est que les patients soient en rémission, qu'il n'aient plus de symptômes le plus longtemps possible. Voilà, donc vous en avez à peu près pour 1 heure. Au début des traitements, j'étais à 16 selles par jour et là j'arrive à 3 selles. Donc je suis dans un état en fait, d'une personne normale qui n'a pas de maladie inflammatoire du coup. Et du coup je n'ai plus de diarrhée, plus de saignement. Donc ça me change la vie. Bon, je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Dans 8 semaines, Sherazade reviendra pour une nouvelle perfusion de son traitement. Nouvelle question d'un téléspectateur. Est-ce que les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin sont associées à un risque accru de cancer colorectal? Oui, ils sont associés à un risque accru quand on a une atteinte de l'ensemble du cadre de l'intestin, du gros côlon, et une maladie qui évolue depuis longtemps. Donc pour le prévenir, d'abord, il y a les médicaments qui vont réduire l'inflammation, et puis après, on fait des endoscopies de contrôle pour dépister des lésions précancéreuses. Je le disais, Pierre-Louis, vous êtes patient expert. On a bien compris qu'auprès des patients, votre but c'était de leur prouver que tout était possible, malgré la maladie. Mais vous ne travaillez pas qu'avec les patients. Non, effectivement, à travers mon projet de course au large, j'ai la chance de travailler notamment avec les industriels, donc les entreprises qui recherchent et développent ces traitements contre les Mickey. C'est vrai que c'est assez formidable de pouvoir travailler avec eux. Je travaille aussi avec les hôpitaux, notamment le CHU de Nantes, avec un centre de recherche, l'IMAD, donc l'Institut des maladies de l'appareil digestif qu'on voyait tout à l'heure sur les images. Et en fait, donc avec les médecins aussi. Avec les médecins, les chirurgiens, les infirmiers, l'objectif c'est d'essayer de remettre le patient au milieu de ce parcours pour améliorer le parcours de soins, voir ce qu'on peut apporter à ces gens-là aussi. Et revaloriser le travail aussi parfois des professionnels qui parfois sont loin des patients et en fait travaillent tous les jours pour les patients mais en voient très peu. Et donc moi, je viens leur montrer déjà ce que c'est qu'être un jeune atteint de la maladie de Crohn et voir aussi, essayer de leur montrer, grâce au travail en tout cas qu'ils font tous les jours, montrer ce qu'on arrive à faire dans l'espoir qu'un jour on arrive à trouver un traitement viable. Et quand vous êtes au milieu de nulle part, dans l'Atlantique, vous testez aussi, j'imagine, des téléconsultations de temps en temps avec vos praticiens? Alors, téléconsultation au milieu de l'Atlantique, on n'a pas encore fait, mais c'est vrai que ça serait ouais, en revanche, ça nous est arrivé de faire de la visioconférence au plein milieu de l'Atlantique. Alors, plutôt pour raconter les courses que pour l'aspect médical, mais c'est possible. On nous demandait si les Mickey étaient héréditaires. Alors, il y a une part héréditaire, effectivement, mais la majorité ne le sont pas. D'accord. Yvette, non, Yvette vient de disparaître. On peut avoir Yvette, s'il vous plaît? Non, on ne peut pas. Bon, tant pis. Elle va revenir, Yvette, ne vous inquiétez pas. C'était une patiente atteinte de colopathie fonctionnelle, si j'ai bien fait attention. Oui, c'était le lien éventuel entre la colopathie fonctionnelle ou comment la différencier, en fait. En fait, c'est le gros problème. En fait, il y a souvent une augmentation de la colopathie fonctionnelle dans les maladies inflammatoires. Et pour la différencier, on dispose de la prise de sang, des endoscopies ou éventuellement l'utilisation de ce qu'on appelle la calprotectine fécale, qui est un marqueur d'inflammation dans les selles. Oui. Et si tout est normal, et si on a encore des symptômes, on s'oriente plus vers la colopathie fonctionnelle. Sarah demande s'il y a un lien entre maladie de Crohn et douleurs articulaires. Alors oui, ça fait partie de ce qu'on appelle les manifestations extra-digestives de la maladie. Et on peut aussi avoir en association des maladies chroniques rhumatologiques. Donc il faut absolument parler à votre médecin et on explore cette piste. Mais ça, c'est avec la maladie de Crohn, pas avec la rectocolite hémorragique? Si, les deux. Il y a des associations dans les deux. Est-ce qu'il y a un lien entre la rectocolite hémorragique et l'endométriose, demande Myriam? Alors on voit de plus en plus d'endométriose, donc il y a une augmentation de ces deux maladies, mais elles ne sont pas liées, les causes ne sont pas du tout les mêmes. Et effectivement, il y a plus d'endométriose dans les maladies inflammatoires de l'intestin. On nous demande comment adapter son alimentation lors des périodes de rémission. On a bien compris que vous mangiez de tout, mais fait vous-même.
au marché et fait vous-même. En Voilà. plus, c'est meilleur. En plus, c'est meilleur, ouais. C'est vraiment dépendant de chaque patient. C'est vrai que l'alimentation, c'est un sujet important pour les patients et parfois, ils ont souvent du mal à avoir des repères. Et c'est difficile d'apporter des réponses, une réponse concrète, parce que tous les patients ont des cas très différents. Certains vont tolérer des aliments, d'autres pas. Moi, je pense que le mieux, c'est d'être accompagné. On a la chance d'avoir une association, l'association François Aupetit, qui accompagne les patients de façon formidable et qui propose des services avec une nutritionniste notamment pour conseiller ces patients. Et il faut essayer, faire des tests et voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. On mettra évidemment le site de l'association François Aupetit sur allodocteur.fr. On finit avec cette question. Jérôme demande s'il faut supprimer le vinaigre de son alimentation quand on souffre d'une maladie chronique de l'intestin. Non, pas particulièrement. C'est une image juste, on se dit que ça va attaquer la Non, il n'y a pas de médicament qui attaque. Il n'y a pas de problème. D'accord. Est-ce qu'on peut finir avec celle-là? Après 15 ans sans problème, peut-on se considérer comme guéri d'une RCH, rectocolite hémorragique, diagnostiquée après une seule poussée, demande Christine. Non, malheureusement, la maladie peut rester quiescente de longues années et on ne sait pas pourquoi se réveiller. Donc on n'est jamais guéri définitivement, mais la maladie est au repos. Nous, on dit qu'elle est quiescente. Et tant mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci. Bon vent pour la suite, ça doit se dire comme ça. On continuera à parler de douleurs abdominales mardi soir sur France 5 avec l'émission présentée par Jean-Marc Sen. Redites-moi le titre dans l'oreille. Ça va mieux docteur, consacré donc aux douleurs de ventre, voilà, aux douleurs abdominales. Un appel à témoins. Pour terminer, en effet, vous n'avez pas pu vous faire soigner, vous avez du mal à obtenir un rendez-vous médical parce que vous n'aviez pas une bonne couverture sociale. Eh bien, votre témoignage nous intéresse. Merci de nous joindre au 01 58 88 85 21. Demain, dans le docteur, on répondra à toutes vos questions sur l'ostéoporose. Et puis vendredi, il sera question des plantes utiles pour les douleurs articulaires. L'émission de vendredi étant enregistrée demain matin, on attend ces questions dès à présent. Passez une très bonne après-midi et à demain. À bientôt.